Le 11 mars 2011, à 14h46 heure locale, la côte nord du Japon est frappée par un séisme d'une magnitude de 9. Il s'agit du séisme le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire du pays, et l'un des plus violents jamais mesurés à l'échelle mondiale. La rupture s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres le long de la faille, provoquant un déplacement brutal du plancher océanique. Par endroits, le sol se soulève de plusieurs mètres. Cette déformation soudaine de la croûte terrestre entraîne le déplacement d'une masse d'eau colossale. Ce phénomène marque le début d'une réaction en chaîne qui, en quelques dizaines de minutes, va transformer une catastrophe naturelle en une crise nucléaire majeure. Au large, le tsunami se forme presque immédiatement. Contrairement à une vague classique générée par le vent, un tsunami mobilise l'ensemble de la colonne d'eau, du fond de l'océan jusqu'à la surface. En haute mer, il peut passer inaperçu, sa hauteur ne dépassant parfois pas 1 mètre. Mais à mesure qu'il s'approche des côtes, la diminution de la profondeur provoque un ralentissement de sa vitesse et une compression de l'énergie qu'il transporte. Cette énergie se transforme alors en hauteur, et la vague devient un mur. Lorsqu'elle atteint le littoral japonais, la vague dépasse largement les prévisions de conception des infrastructures côtières. Les élèves s'étaient protégés du tremblement de terre ici, et le tsunami les a emportés. Vous voyez, l'eau est arrivée jusque là-haut. À Fukushima Daiichi, les digues avaient été conçues pour résister à des tsunamis d'environ 5 à 6 mètres. Mais la vague qui frappe la centrale dépasse les 13 mètres. L'eau envahit les installations, submerge les bâtiments et inonde les systèmes critiques. En quelques minutes, les défenses physiques sont dépassées. Mais ce qui va réellement déclencher la catastrophe nucléaire n'est pas la destruction directe des réacteurs, c'est la perte de contrôle. La centrale de Fukushima Daiichi est composée de plusieurs réacteurs à eau bouillante. Leur fonctionnement repose sur un principe simple, la fission nucléaire chauffe l'eau, produisant de la vapeur qui entraîne des turbines génératrices d'électricité. Lors du séisme, les systèmes de sécurité fonctionnent correctement. Les barres de contrôle sont insérées dans les cœurs des réacteurs, interrompant la réaction en chaîne. Mais l'arrêt de la fission ne signifie pas l'arrêt de la production de chaleur. Même après l'arrêt, le combustible nucléaire continue de dégager une chaleur résiduelle, appelée puissance résiduelle. Celle-ci représente environ 6 à 7% de la puissance thermique initiale du réacteur. Mais dans un système aussi énergétique qu'un réacteur nucléaire, cette fraction est suffisante pour provoquer une surchauffe rapide si elle n'est pas dissipée. Et c'est ici que le refroidissement devient critique. Les systèmes de refroidissement dépendent d'une alimentation électrique continue. Lorsque le séisme coupe les lignes électriques externes, les générateurs diesel de secours prennent le relais, comme prévu. Mais ces générateurs sont situés en zone basse. Lorsque le tsunami frappe, ils sont submergés. En quelques instants, la centrale subit un blackout complet. Plus d'électricité, plus de circulation d'eau, plus de refroidissement actif. À partir de ce moment, les réacteurs entrent dans une phase critique. La température à l'intérieur des cœurs augmente rapidement. Au-delà de 1200 degrés Celsius, les graines en zirconium qui entourent le combustible commencent à réagir avec la vapeur d'eau. Cette réaction chimique produit de l'hydrogène. En parallèle, la structure des assemblages de combustible se fragilise. À mesure que la température continue de monter, le combustible fond. Ce processus, appelé fusion du cœur, entraîne la formation d'un matériau hautement radioactif et extrêmement chaud, capable de percer les structures internes. Pendant ce temps, l'hydrogène s'accumule dans les bâtiments. Lorsque sa concentration atteint un seuil critique et entre en contact avec l'oxygène, une explosion devient inévitable. Plusieurs explosions d'hydrogène se produisent dans les jours qui suivent. Détruisant les structures externes des bâtiments réacteurs. Ces explosions projettent des matériaux radioactifs dans l'atmosphère. Des isotopes tels que l'iode-131 et le césium-137 sont libérés. La dispersion de ces éléments dépend des conditions météorologiques. Le vent transporte les particules, la pluie les dépose. Certaines zones reçoivent des niveaux de contamination beaucoup plus élevés que d'autres. Face à cette situation, les autorités ordonnent l'évacuation de la population dans un rayon progressif autour de la centrale. Au total, plus de 150 000 personnes sont déplacées. Là, vous voyez, ils sont en train de chercher les corps des disparus dans le tsunami. Beaucoup quittent leur domicile en urgence, sans savoir si elles pourront un jour y revenir. Des villes entières deviennent des zones interdites. Le temps s'y arrête. Les maisons restent intactes mais abandonnées. Les objets du quotidien témoignent d'un départ précipité. Mais la contamination ne disparaît pas avec le départ des habitants. Elle persiste. Invisible mais mesurable. Fukushima représente un enchaînement complexe de phénomènes naturels et de vulnérabilités techniques. Un séisme, un tsunami, une perte de refroidissement et une série de réactions physiques impossibles à stopper une fois engagées.
Mais au-delà de la technique, cet événement soulève une question plus profonde. Jusqu'où peut-on réellement maîtriser une technologie aussi puissante? Et à partir de quel moment le contrôle devient-il une illusion? Fukushima n'est pas seulement une catastrophe, c'est un point de rupture. Un moment où la nature, la technologie et les décisions humaines se rencontrent, avec des conséquences durables. Et même aujourd'hui, des années plus tard, certaines de ces conséquences continuent de se faire sentir.